Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Des décisions importantes ont été prises en Wallonie pour le personnel des Haumes. Le test salivaire va être généralisé. On rejoindra Daniel Velter qui va nous détailler aussi les autres mesures en direct. La volonté est claire dans l'enseignement. Les élèves doivent se rendre à l'école. Pas question qu'ils restent chez eux pour des leçons d'apprentissage. On parle d'un code orange réaménagé. Tidiem Quash nous expliquera de quoi il s'agit. Une réunion importante aura lieu vendredi. Elle concernera notre vie quotidienne. La piste du reconfinement est envisagée. On en parlera entre autres avec le professeur d'immunologie de l'ULB, Michel Goldman. Google est sur la sellette. Il est attaqué de front par les autorités américaines. On lui reproche en fait sa position dominante, c'est-à-dire que Google est un peu le maître du jeu de la recherche sur Internet. Une sonde américaine, 4 ans après son lancement, a enfin touché sa cible, un astéroïde. Objectif, mieux comprendre l'origine du système solaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les écoles vont passer en code orange dès demain. On va tout de suite en savoir plus avec Tidiem Quash. Tidiem, la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, et les acteurs de l'école francophone veulent donc maintenir en fait la présence des élèves au cours. Tidiem, un code orange adapté, mais qu'est-ce que ça change en fait concrètement ? Eh bien François, en juin dernier, il avait été annoncé que si les écoles passaient en code orange, les élèves de la 3e à la 7e secondaire basculaient d'office dans un système d'enseignement hybride, c'est-à-dire une moitié de l'horaire à distance, à domicile, l'autre moitié de l'horaire à l'école. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est de changer ces modalités du code orange, car il faut à tout prix privilégier le pédagogique, mais pour cela, il faut maintenir au maximum en présentiel les élèves à l'école, de la maternelle à la fin des secondaires, et donc l'hybridation des cours n'est plus automatique, mais les cours à distance pourront toutefois toujours s'organiser si nécessaire, par exemple en cas de quarantaine généralisée au sein d'une école, ou par exemple dans une classe, ou pour certains cours en particulier. Vraiment, ce sera au cas par cas pour une durée limitée de 15 jours renouvelable, et pour préserver cette présence des élèves au sein de l'école, le maximum, ainsi que celle du corps enseignant, eh bien, il faudra encore renforcer certaines mesures sanitaires, comme par exemple le port du masque dans la salle des profs. Écoutez Caroline Désir, la ministre francophone de l'Éducation. On parle beaucoup de contamination dans les salles des profs. Malheureusement, ce sont des moments de pause. C'est comme dans le reste de la société. Dès qu'on a un relâchement des gestes barrières, on a plus de risques de contamination. Dans des équipes enseignantes, ça amène que beaucoup d'enseignants peuvent être placés en quarantaine au départ d'un cas de contamination d'un enseignant. Donc ce sont des moments où on doit absolument resserrer la vis, on doit être attentif. L'autre moment crucial, évidemment, sont les cantines, puisque là aussi, on ne peut pas manger en portant le masque, et donc on doit là aussi resserrer les mesures. On a mis de nouvelles mesures aussi, par exemple pour les cours d'éducation physique, l'usage des vestiaires et des choses comme ça. Merci Tidiem. Je vous propose d'aller prendre le pouls, comme on dit, dans une école. La situation est vraiment très compliquée. Il y a des élèves absents, des professeurs absents aussi. Et respecter les règles imposées, c'est pas toujours simple. Martin Bitterès, Guillaume Wolf. Dans cette école bruxelloise, on tente de maintenir le bateau à flot. La directrice ne compte plus ses heures, elle ne compte plus non plus les professeurs absents. L'hécatombe a commencé en maternelle. Alors les maternelles là pour le moment sont fermées, enfin il y a 2 classes en tout cas qui sont fermées parce que 2 instituts maternelles positives, mais boule de neige avec le tracing et compagnie, donc là quasi toutes nos instituts maternelles sont écartés. Cette directrice ne veut pas devoir fermer son école, mais pour elle les codes couleurs jaune, orange ou rouge qui étaient en discussion aujourd'hui ne l'aident pas du tout. Ça ne règle pas notre quotidien, vraiment pas. Ça risque de le compliquer encore et d'écarter encore plus de gens que de toute façon on ne sait pas remplacer. Donc voilà, c'est très simple. Donc c'est vrai qu'on va en arriver à devoir fermer des classes et de plus en plus, sauf si on a de la chance et que le personnel revient. Des professeurs absents en nombre, une charge de travail reportée sur les collègues, voilà le scénario dans plusieurs écoles. Alors un directeur Carolo a lancé une proposition, suspendre les cours dans toutes les écoles et maintenir une garderie dès lundi jusqu'à une semaine après la Toussaint. Pourquoi une suspension? Pour diverses raisons. La première, on réduit fortement la bulle du nombre d'élèves dans les écoles puisqu'on n'organise qu'une garderie. On peut faire un roulement avec les enseignants. Donc les enseignants ne seront pas là tous les jours et pourront aussi, comme la ministre le voulait, se reposer ou se soigner ou se mettre en quarantaine.
Suspendre les cours dans toutes les écoles n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. En revanche, au niveau local, les pouvoirs organisateurs peuvent le décider, comme ici à Ham-sur-Ornaline. Face à la montée des cas parmi la population, les cours seront suspendus dès lundi dans les 9 implantations communales. On s'est dit qu'une fermeture d'école, une semaine avant les congés de Toussaint, puis la semaine de Toussaint, puis les quelques jours qui ont été rajoutés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne pouvaient être que bénéfiques, puisque c'était une sorte de confinement quelque part obligé, ce qui nous permettait de voir et d'enrayer un petit peu cette circulation du virus. Partout en Belgique, le monde de l'enseignement veut éviter une fermeture brusque et totale des écoles, s'il est encore possible de l'éviter. Et puis du neuf aussi en ce qui concerne les maisons de repos en Wallonie. Le gouvernement wallon l'a décidé, les tests salivaires vont être obligatoires pour les travailleurs des 602 maisons de repos wallonnes. Ils devront les effectuer eux-mêmes. Explication, Jean-Christophe Willems. On connaissait le test traditionnel nasopharyngé. Le personnel des maisons de repos wallonnes va à présent devoir s'habituer au test salivaire. Chaque semaine, tous les travailleurs de ces institutions vont devoir s'auto-tester. Donc c'est des autotests, c'est très facile. Ça prend 2 minutes pour le personnel de mettre un peu de liquide dans sa bouche. 30 secondes, les résultats avec le flacon sont envoyés dans un laboratoire et les résultats en 24 heures. Ça fait aussi baisser la tension sur le personnel médical parce que les tests nasopharyngés, ça doit être des médecins ou des infirmiers qui le procèdent. Et donc c'est un peu plus compliqué niveau logistique. Il s'agit de tests salivaires par gargarisme, un peu moins fiables que les tests par aiguillon dans le nez. Ils sont plus simples à réaliser et beaucoup moins onéreux. D'ailleurs, tous les frais seront pris en charge par la région wallonne. Du côté des maisons de retraite, on accueille plutôt positivement la nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Nous, on avait déjà des contacts avec l'Université de Liège pour essayer d'en avoir à disposition. C'est vraiment un outil intéressant. Ce serait évidemment une contrainte pour réaliser ces tests, mais ça permettra quand même de suivre l'évolution du Covid en permanence, ce qui n'est pas mal. Nous, on a le Covid pour le moment qui est dans la maison et on a vraiment besoin de ce genre d'outils. L'idée est emballante, mais on attend encore des précisions car on est un peu dans le flou. Peut-on obliger tout le monde à se faire tester et surtout, comment mettre la procédure en place ? La mise en œuvre, évidemment, ce ne sera pas une mince affaire parce que chez nous, il y a 140 personnes qui travaillent. Il faut qu'on parvienne à les avoir toutes ce jour-là. On a déjà fait 3 fois des tests PCR. C'est vraiment pas une mince affaire. Une autre enveloppe budgétaire est aussi prévue pour des engagements, celle-là. On met aussi beaucoup de moyens. On a mis une vingtaine de millions d'euros sur la table pour permettre aux maisons de repos de pouvoir engager du personnel supplémentaire qui viendrait au cas où du personnel devrait être écarté en cas de symptômes. Et en cas de résultat positif au test salivaire, une vérification sera à nouveau réalisée de manière plus classique. Et on retrouve Daniel Welter devant le siège du gouvernement wallon. Daniel, à côté des tests salivaires pour les maisons de repos, on vient de l'entendre, l'exécutif a également pris des mesures pour soutenir l'ORECA et aussi l'événementiel, Daniel. Oui, pas moins de 154 millions d'euros ont été dégagés pour l'ORECA et l'événementiel. Alors c'est beaucoup moins qu'en mars dernier. On était quand même à un demi-milliard d'euros. Et le principe est différent aussi. À l'époque, c'était un forfait de 5 000 euros pour chacun. Ici, ce sera en fonction de la taille de l'établissement. Et donc, un restaurateur qui travaille seul recevra 3 000 euros, par exemple. Par contre, s'il a 10 employés, il recevra jusqu'à 9 000 euros. C'est pareil, c'est la même philosophie pour l'événementiel. Les autocaristes, par exemple, eux aussi recevront en fonction de leur chiffre d'affaires. Là, ça va aller de 3 000 euros à 40 000 euros. Alors le secteur, c'est sûr, va dire c'est une goutte d'eau, c'est vrai, et le gouvernement wallon le sait, mais lui trouve que c'est essentiel pour que tout ce secteur puisse garder la tête hors de l'eau, et cela s'ajoute bien sûr aux autres aides octroyées par le fédéral. Merci Daniel. De nouvelles mesures pour notre vie au quotidien devraient être prises vendredi lors du fameux comité de concertation. Certains appellent le gouvernement à prendre des mesures plus strictes. Le mot reconfinement est d'ailleurs prononcé. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Les explications de Rachel Crivellaro. Des contaminations en hausse exponentielle, un système hospitalier au bord de la saturation. La situation inquiète toujours plus, au point pour certains de plaider aujourd'hui pour de nouvelles restrictions. Malheureusement, ça ne me réjouit pas, mais on va devoir prendre des mesures beaucoup plus strictes si nous voulons maîtriser, ou en tout cas retrouver une maîtrise de la propagation du virus. En réalité, il faut un volume de mesures beaucoup plus important. Ça peut être par exemple le port du masque généralisé dans les centres urbains, où quand je me balade à Bruxelles, je vois une personne sur 2 au moins qui n'a pas de masque. Ça doit être également le public dans les compétitions sportives.
Instauration du couvre-feu, fermeture de l'Horeca, le dernier comité de concertation a pourtant déjà donné un sérieux tour de vis. Alors faut-il aller jusqu'à un reconfinement, à un nouveau lockdown? Aujourd'hui, il faut savoir prononcer ce mot. Aujourd'hui, on doit parler de confinement, de reconfinement, car c'est le seul outil qu'on a devant nous. Alors, on ne doit plus se poser la question qu'est-ce qu'on doit fermer? On doit se poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on laisse ouvert. Mais un reconfinement comme celui du printemps dernier est-il vraiment à l'ordre du jour? À ce stade en tout cas, au sein du comité de concertation, pas grand monde n'y serait vraiment favorable. On va trouver une solution en tenant compte et en tirant les leçons du premier lockdown, c'est-à-dire du premier confinement, et voir un peu ce que nous pouvons faire au mieux pour stopper la propagation de l'épidémie sans arrêter l'activité de la société. Et donc, ce sont ces équilibres-là que nous allons chercher. Pour éviter un reconfinement, le comité miserait plutôt sur une approche chirurgicale, des mesures restrictives dans le sport, le commerce, la culture ou encore le port du masque. En fait, certains parleraient d'un reconfinement, mais en moins radical. Et on verra vendredi. Notre invité ce soir, l'immunologue Michel Goldman, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de médecine. Michel Goldman, merci d'être là. Selon vous, est-ce qu'il faudrait un reconfinement? Je pense qu'on n'évitera pas de renforcer les mesures. Est-ce que l'on ira jusqu'à un reconfinement total? J'espère que non. Mais ce que je sais, c'est que si on devait y arriver, ce serait vraiment l'aveu d'un échec collectif. Échec collectif, vous voulez dire quoi? Pas uniquement ceux qui n'ont pas commis les gestes barrières? Certainement. Je pense que c'est un échec de nous tous et de notre incapacité à dépister et isoler les porteurs du virus qui entretiennent la chaîne de transmission. C'est une faute politique, ça? Je ne sais pas si c'est une faute politique. Je pense qu'on n'a pas eu tous les outils au bon moment pour le faire. Mais la situation, on y reviendrait, elle a changé aujourd'hui. Donc je pense que peut-être en agissant très vite, en utilisant de nouveaux outils tels que ceux qui ont été évoqués en Wallonie, à Liège, eh bien, il y a sans doute moyen encore de limiter les tests dégâts. Salivaires, c'est ça? Les tests salivaires et d'autres tests rapides qu'on évoquera un peu plus tard, je pense. Mais quand vous dites des tests rapides, c'est par exemple, on pourrait aller chez son médecin généraliste et faire un test à ce moment-là? C'est pas on pourrait, c'est possible aujourd'hui. Et les pays voisins, beaucoup de pays voisins sont en train d'organiser ce scénario. L'idée, c'est que vous êtes malade, vous allez voir votre médecin, il vous examine, il suspecte le Covid-19, il vous fait un frottis nasopharyngé et 20 minutes plus tard, il vous donne le résultat. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore ça en route alors? Ma question est peut-être naïve, mais qu'est-ce qui fait que ça ne se met pas en route pour l'instant? Ça ne se met pas en route parce qu'il est vrai que ces tests sont un peu moins fiables que les tests PCR classiques. Mais la plupart, en tout cas, des autorités scientifiques reconnaissent que l'immense majorité des patients symptomatiques infectés vont être détectés par ce test. On va en rater quelques-uns. Eh bien, ces quelques-uns, on pourra toujours les tester par les tests classiques. En attendant, on aura gagné beaucoup de temps et on aura épargné un grand nombre de tests PCR pour lesquels, comme vous savez, on est débordé aujourd'hui. Une question, on ne teste plus pour l'instant les asymptomatiques. Est-ce que ce n'est pas une erreur magistrale? Écoutez, aujourd'hui, je comprends la décision qui a été prise parce que le système est complètement dépassé. Donc on est amené à effectivement rencontrer la première priorité, c'est-à-dire soigner les malades, et pour les soigner correctement, eh bien, il faut les détecter, et donc les tests sont réservés à ces malades-là. Le problème, c'est que le deuxième objectif, qui devrait être le même, qui est effectivement de repérer les porteurs du virus, même asymptomatiques, celui-là n'est plus rencontré. Et ça, on sait que c'est une mesure essentielle pour casser les chaînes de transmission. On le sait depuis la fin du 19e siècle. De tester justement les asymptomatiques, c'est ça? Exactement. Alors, une toute dernière question. Certains disent qu'il faut absolument faire respecter la quarantaine. Vous dites qu'il faut faire aussi une différence entre la quarantaine et l'isolement. Mais ce n'est pas nécessairement facile de faire respecter cette quarantaine, y compris pour les autorités, y compris pour ceux qui doivent se mettre en quarantaine. Prenons les familles les plus défavorisées. Il n'y a pas nécessairement 2 chambres
dans certains appartements. Alors, il y a 2 éléments. Je pense qu'il y a effectivement un élément de communication, d'expliquer aussi que l'isolement, c'est encore plus strict que la quarantaine. Alors, il faut l'expliquer, il faut expliquer pourquoi et démontrer que ça marche en particulier dans les pays asiatiques. L'autre élément, c'est qu'effectivement, cette maladie, à côté de tous les drames qu'elle engendre, est un vecteur d'inégalité. On est inégaux face au virus et le virus, c'est vrai, accroît ces inégalités, en particulier lorsqu'on est amené à imposer le confinement. Michel Goldman, merci d'être venu témoigner sur ce plateau. Et puis un mot aussi, saturation. La situation dans les hôpitaux liégeois est très préoccupante. Il y a des moments où les médecins sont face à un choix et donc ils doivent délaisser les soins de patients non Covid. Ils veulent à présent des mesures fortes car pour eux la situation va s'empirer. Reportage dans 2 hôpitaux liégeois, Benjamin Verporten. Les soins aux patients Covid s'enchaînent, les arrivées se multiplient. Ici, aux urgences de la Citadelle, on déborde, presque plus de place. Idem dans le reste de l'hôpital, où l'on compte désormais plus de patients Covid que lors de la première vague. L'hôpital est tout simplement dépassé. Clairement, on est dans une situation où on est dépassé, ou en tout cas dans une certaine mesure, puisque, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a dû transférer 3 patients, 1 vers Huy et 2 vers des hôpitaux extra-provinciaux qui sont Vésalus et l'hôpital de Tir-le-Mont. On n'avait jamais fait ça. Et la situation est préoccupante sur toute la province. Désormais, les hôpitaux liégeois accueillent une quarantaine de patients en moins qu'en avril dernier, lors du premier pic. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont moins de place, car ils veulent aussi garantir les soins urgents des patients non Covid. Tous les jours, nous avons des accidentés de la route. Tous les jours, des personnes qui ont une crise cardiaque. Tous les jours, des AVC. Tous les jours, des enfants qui doivent être hospitalisés parce qu'ils ont une maladie grave. Tous les jours, des mamans accouchent. Donc, nous voulons pouvoir faire une prise en charge optimale pour tous les patients, Covid ou non Covid. Même constat dans cet autre hôpital liégeois, où cette équipe s'apprête à prendre en charge un nouveau patient Covid. Un de plus, alors que la place commence à manquer. Pour le directeur médical, pas le choix. Il faut prendre des mesures drastiques. Qu'est-ce qui a décapité la première vague en mars? C'est le confinement. Qu'est-ce qui décapitera la deuxième vague qui s'annonce bien plus forte que la première vague? C'est probablement un confinement. Il est même déjà tard pour prendre ces mesures, car l'effet d'un confinement ne se fera ressentir que dans quelques semaines. Nous n'avons aucun élément qui nous permette de penser que la pandémie va ralentir. Elle va au contraire courir sur son aire, qui est galopante pour l'instant, encore pendant plusieurs semaines. La crainte des hôpitaux est donc claire. Si rien ne change, le personnel médical ne pourra pas s'occuper de tout le monde. Il devra faire des choix. Toute la Belgique sera concernée. Elle vivra alors ce que Bergame et l'Italie ont traversé en mars dernier. Bonjour à tous. Faut-il durcir les règles sanitaires dans les écoles en Wallonie et à Bruxelles, organiser plus de cours à distance? Eh bien, une réunion est en cours en ce moment entre la ministre de l'Enseignement et les acteurs de l'école. Il pourrait y être aussi question du port du masque ou encore de l'accès à la salle des professeurs. L'objectif, en tout cas, reste pour le moment qu'un maximum d'élèves puissent continuer à aller à l'école. En Flandre, je vous rappelle que toutes les écoles passeront en code orange d'ici au congé de la Toussaint. Mesure plus stricte, en tout cas, déjà décidée dans les maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles. Les visites seront limitées, 4 visiteurs par personne, les mêmes au moins pendant 2 semaines. On notera par ailleurs que le gouvernement wallon pourrait bien communiquer sur de nouvelles mesures supplémentaires, tous secteurs confondus, aujourd'hui. En Irlande, l'heure du reconfinement a sonné. Ce sera pour ce soir. L'Irlande est le premier pays européen à prendre cette décision pour 6 semaines. Au Royaume-Uni, le Pays de Galles sera lui soumis à compter de vendredi à un confinement de 2 semaines. En Italie, là, on ne parle pas de confinement, mais bien de couvre-feu. Ils sont décrétés en Lombardie et en Campanie en raison des chiffres de l'épidémie. Mesure prise là en Italie pour 3 semaines. En France, un hommage national sera rendu ce soir à Samuel Paty, ce professeur assassiné vendredi dernier. Le président Emmanuel Macron lui remettra la Légion d'honneur à titre posthume. L'hommage national aura lieu à l'université de la Sorbonne à Paris. À propos de l'enquête, 7 personnes, dont 2 mineurs, seront présentées aujourd'hui devant un juge antiterroriste. La PAC, la politique agricole commune à l'Union européenne, a trouvé un accord. Les ministres européens ont trouvé un accord à Luxembourg. À l'avenir, la PAC devra mieux prendre en compte les défis environnementaux et climatiques. Cette réforme prévoit notamment des primes versées aux agriculteurs pour soutenir les pratiques respectueuses de l'environnement. L'accord engrangé par les 27 sera maintenant débattu au Parlement européen pour une entrée en vigueur à partir de janvier 2023. Et puis un mot de football en Ligue des Champions.
Champions, le Bayern Munich, le tenant du titre, reçoit ce soir l'Atlético Madrid. Hier, je vous rappelle que le club de Bruges s'est imposé 1-2 au Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.